Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous êtes là? Si vous nous entendez dans le chat, vous nous envoyez un message dans le chat, tout simplement. C'est aussi simple que ça pour dire qu'on nous entend. Bonsoir. Iris dessine. Merci. Continue. Prajanta. Bonsoir. Glagla et plein de numéros. Bonsoir Tef. Bonsoir Tubercule. Bon, je vais pas dire bonsoir à tout le monde, il y a du monde. Bonsoir Mid, comme Miad. On va l'appeler Miad. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live de Tardy Story, dans lequel on va parler de l'épisode 2 de la saison 13, la fameuse saison Flux ou Flux. Alors ce soir, déjà je vais présenter nos deux habitués, vu que c'est des Tardy Story official habituels. Donc Julien qui est là, voilà. On a dit qu'on applaudissait plus, on fait allez, on applaudit. Pas longtemps après c'est. Flavia, bonsoir Flavia, bonsoir. Bravo. Et on a un invité de marque absolument légendaire, vidéaste, danseur, réalisateur, voilà. Et une fois, il a traversé un cerceau avec du feu, j'ai vu. Oui, tout à fait. Plein d'autres choses, mais tout à fait. Pour se faire engager, pourtant, peut-être qu'il a le rôle du prochain docteur. Enfin, ça, on peut pas encore le dire contractuellement. En tout cas, c'est Dracojo. Bienvenue à toi. Bravo. Allez. Bonsoir. Des petits applaudissements. Donc, on va commencer tout de suite à parler de l'épisode. Alors, le chat, attendez, c'est par ici. Moi, je m'organise absolument bien. Hop, c'est fait comme ça. Hop. Et on peut partir. Alors, déjà, pour commencer, l'épisode de la semaine dernière a été un épisode qui a été globalement apprécié par tout le monde. Du coup, pour celui de cette semaine, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de l'épisode? On va commencer direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode globalement? On va commencer par... tiens, Dracojo, t'es l'invité. Toi, commence. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors, globalement, je l'ai un peu moins apprécié que le précédent. Pour quelques raisons que j'expliquerai, j'imagine, un peu plus tard. C'est quand même des patates qui savent pas lire. Alors ta connexion, ça commence, tu bugs. Alors attention, je crois qu'on a mis Tardy Story. C'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est revenu. C'est le filtre revenu. anti-rageux. Oui, très bien. Oui, on t'entend. Bon. Alors du coup, je disais juste que les Sontariens, c'est pas ceux que je préfère. Du coup, forcément, ça a impacté mon ressenti sur cet épisode. Donc je l'ai globalement moins apprécié que le précédent, mais il y a des choses très très cool. Donc voilà. Flavia, moi, c'est ta vie. Non, j'ai un avis un peu différent parce que moi, je l'ai préféré à The Halloween Apocalypse. The Halloween Apocalypse, c'était en somme toute une introduction en fait qui fonctionnait pas du tout en tant que seul épisode. Et des fois, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses et que ça pouvait rendre un peu l'histoire confuse. Même si j'ai globalement beaucoup aimé l'épisode. Alors que là, War of the Sontaran, j'ai vraiment été dedans. J'ai l'impression que maintenant que l'introduction a été faite, on va vraiment s'amuser et on va vraiment passer du bon temps. Et l'épisode, je l'ai trouvé excellent en quasi tout point. Déjà, pour la première fois, j'ai trouvé que les Sontariens étaient bien utilisés, alors que c'est des monstres que j'aime pas spécialement à la base. J'ai trouvé que ils étaient effrayants mais aussi drôles. D'ailleurs, l'humour est plutôt bien géré, notamment grâce à Dan qui est vraiment un bon ajout. Je disais dans le live des attentes que je m'en foutais un peu de Dan, c'est un très bon ajout à la série. Et il y a beaucoup de mystères aussi autour du temple d'Atropos et j'ai vraiment du coup hâte de voir le reste de la série parce que ça m'a vraiment mis en appétit cet épisode. Effectivement, ce que tu as cité, on va revenir dessus. Toi, Julien, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé aussi Est-ce que tu es d'accord? Je suis assez d'accord avec mes deux confrères. J'avais un peu peur de pas trop être dans l'épisode parce que c'était historique, avec les Sontaran, j'étais pas très très chaud, mais au final, j'ai bien aimé. Mais justement, grâce aux trois intrigues un peu entremêlées, et surtout l'intrigue Atropos, voilà, tous ces mystères. Ok. Dans le chat, il y a Thomas Hercouet qui dit « Trop bonne idée d'avoir invité Dracojo pour cette émission sur The Last Jedi.
On en parlait juste avant, en plus. Non, il faut qu'on tienne 1 heure, alors que de la Jedi, on sait qu'on dira tous que c'est de la merde. Vu qu'on a parlé un petit peu des Sontarans, je pense c'est sur ça qu'on va revenir en premier. Donc pour vous, est-ce que les Sontarans ont retrouvé une certaine crédibilité? Parce que c'est vrai que dans la nouvelle série, déjà dans la série classique, ils voulaient être effrayants, mais ils tiraient la langue dès le début, du coup, avec des costumes en latex pas forcément réussis. Dans la nouvelle série, sont devenus on est passé de patates cuites à patates crues, mais toujours un peu ridicules. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont redevenus crédibles? Ce que certains ont dit par rapport aux Cybermen quand ils étaient revenus, qu'ils avaient retrouvé une certaine crédibilité. Parce que d'un côté, là, ils tuent vraiment, mais par contre, ou est-ce qu'ils restent ridicules parce que de l'autre côté, ils ne savent pas viser. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, Flavia, toi, qu'est-ce que tu moi, je trouve que les Sontarans sont devenus crédibles, alors qu'ils ne l'ont jamais été. Déjà, un point très important, c'est que depuis 1973, avec la première apparition dans The Time Warrior de Lynx, dont on parle d'ailleurs dans l'épisode, on nous dit les Sontarans, ce sont des guerriers, ils font la guerre, c'est pour ça qu'ils sont faits. Et on les a jamais vus faire la guerre. Surtout parce qu'ils n'avaient pas les moyens de montrer la guerre dans Doctor Who. Après Doctor Who, ils ont souvent pas eu les moyens, ils ont déjà essayé des trucs, ils auraient pu essayer. Oui, et donc là, déjà, c'était très très rafraîchissant de les voir faire la guerre, avec des plans d'ailleurs qui étaient très impressionnants, et j'étais vraiment super heureuse de les voir. Je trouve effectivement qu'il y a une certaine crédibilité, je trouve qu'ils ont réussi à bien moderniser le look des classiques en fait. J'aimais pas du tout le look un peu Power Ranger moche. Très bleu, très très cartoonesque, un peu Looney Tunes. Des Sontarans chez RTD, et puis après, je déteste vraiment le personnage de Strax. Sous Moffat, ça cristallise l'humour Moffat qui me saoule un peu l'humour poète. Dis donc, le Strax, il a balancé un journal sur Clara, elle a mal. Ça me fait pas rire. Bon, moi oui, évidemment, mais ça me convient mieux. On va dire que je suis plus le public cible. Pour le coup, je trouve que dans The War of the Sontarans, ils sont drôles. Par exemple, quand le commandant dit on était en Crimée parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités et puis je voulais monter sur un cheval, moi ça m'a fait vraiment beaucoup rire cette citation. Oui, ça c'est drôle. Ça. Et d'ailleurs, c'est très Doctor Who, d'ailleurs, un Sontaran sur un cheval, pour le coup. C'est toujours la frontière entre ce qui est vraiment con et vraiment génial, et c'est les deux à la fois. Oui, c'est scénariste de la série classique. Il me semble que c'est Christopher H. Binmin qui dit Doctor Who, c'est un fil tendu sur lequel on est en équilibre, et il y a d'un côté le kitsch et de l'autre les pics, et il faut rester bien au milieu parce que sinon Mais bon, en général, on tombe plus souvent du côté kitsch quand même. Et donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, Julien déjà, je redis que j'adore leur look. Vraiment, leur look est vraiment génial. Ils sont plus menaçants du coup dans leur design, je trouve. Et du coup, ça colle bien avec l'épisode où ils sont censés être menaçants sur un peu toutes les périodes. Et ça, j'ai bien aimé. Ils ont vraiment une grosse emprise sur l'histoire et ils sont plus ridicules en fait. Dracojo, j'aime bien aussi quand ils sont ridicules, mais c'est pas. Dracojo. Ouais, alors bon, je crois qu'on va pas forcément être d'accord. C'est pour ça que t'es là, c'est là. Oui. C'est à ça que tu sers. Moi, j'ai du mal avec les Sontariens. Déjà, le double épisode de la saison 4, je le trouve vraiment pas intéressant du tout, très oubliable. Je suis d'accord. On est d'accord. Ça, je suis mais d'accord. même voilà, en dehors de ça, bon, ça reste des patates qui font la guerre. Bon, voilà, c'est pas très intéressant. Et dans cet épisode, je trouve que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ils sont ridicules, ils sont complètement cons, on nous les montre vraiment, genre on dit tiens regarde là-bas, hop il se retourne et puis on le tape dans le dos puis c'est bon il est mort le mec, bon voilà c'est assommé. Alors après il faut pas confondre. Assommé, en fait, c'est les Sontarans à la base c'est une parodie de tout ce qui est militaire en fait. Oui, les militaires ont la réputation des débiles, mais c'est pas pour autant que moi je vois une armée de militaires qui arrive sur moi, j'ai pas peur. Tu vois, alors que ça se trouve, certains d'entre eux... Ah bon? Mais tu vois une armée de militaires qui arrive avec des fusils, t'as pas peur? Non, j'ai peur, justement. Ah, d'accord. Non, tu vois, à l'inverse, moi, je trouve que Strax, c'est la meilleure chose que Moffat a fait aux Sontariens. Vraiment, c'est-à-dire que Moffat, je trouve qu'il arrive à embellir
tout ce qui est pas ouf dans la série. Donc vraiment, il a fait le personnage de Strax qui est vraiment un espèce de comic relief qui, je trouve, fonctionne assez bien. Même si la scène que tu as citée est dans la saison 8 et je n'aime pas la saison 8, donc ça j'aime moins, mais voilà. C'est pas du débat, Flavia, ce n'est pas un argument. Oui, mais alors, du coup... on peut débattre de la saison 8, mais c'est pas le sujet, en oui, fait. c'est pas le sujet, effectivement. Mais du coup, ouais, dans cet épisode, on les voit quand même particulièrement mauvais. Genre, il y a vraiment ce truc où t'as Dan qui court au milieu de la rue, t'as un plan large sur le truc, et t'as les Sontariens qui sont juste incapables de le viser alors qu'ils sont 10 contre 1, quoi. Et vraiment, ça, c'est catastrophique. Après, ils vont dans une espèce de petite ruelle, étroite, et ils arrivent toujours pas à lui tirer dessus. Bon, je veux dire, alors apparemment, il y a eu une espèce de micro-drama sur Twitter à propos de ça. Je savais pas, mais voilà, je voulais quand même en parler. Parce que le problème de ça, c'est que, en fait, parce qu'on me dit souvent, on me répond souvent à ça, oui, mais par exemple, dans Star Wars, les Stormtroopers savent pas tirer, voilà, c'est un truc un peu très classique dans la SF. Mais en fait, ça dépend, en fait, tout tient dans la réalisation, en fait. Ça dépend comment tu montres le truc, en fait. C'est-à-dire que si tu avais fait une caméra plus rapprochée sur Dan qui court au milieu de la rue, par exemple, un truc où on voit moins, un truc qui fait moins plan large, où on voit moins. Il y a un peu vu dans le dessus, ouais. Ouais, voilà, je sais pas, enfin un truc plus proche, plus proche du personnage, quoi. Enfin bref, en gros, la réalisation doit faire en sorte qu'on se dise ah ouais, ok, Dan il a eu chaud là, voilà. Mais là vraiment, c'est juste, il tire à côté et puis il tire à côté, quoi, c'est tout. Donc je trouve que ça ne contribue, enfin ça contribue à les rendre juste ridicules. Et tu te dis au final en quoi ils sont menaçants, quoi. Bon, après c'est une scène qui est très très courte et qui représente pas tout l'épisode. Ouais, c'est vrai que ils sont pas défendables là-dessus. Non, puis en vrai, si je veux être tout à fait honnête, il y avait un peu le souci aussi dans l'épisode d'avant. C'est juste que l'épisode d'avant c'était un peu plus court et un peu mieux fait, mais quand Carvanista tire sur le docteur et les autres puis il y avait un peu ce problème-là aussi. Mais là, c'était quand même particulièrement flagrant sur le plan large, sur dans la ruelle. C'était quand même assez. Surtout la ruelle. La rue, ça aurait pu être pardonnable. C'est vrai que la ruelle, c'est abusé. Oh, les deux, parce que vraiment. Là, je suis plutôt d'accord avec Dracojo sur le fait que quand ils savent pas tirer, tu veux dire vous êtes des clones conçus pour la guerre, c'est un peu con-con. Mais pour moi, c'est contrebalancé par le fait qu'ils sont enfin effrayants entre guillemets et ils tuent vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le Doctor Who de Chibnall en général, c'est que quand un monstre tue, il tue vraiment et on voit la mort frontale, qui n'est pas souvent le cas dans Doctor Who. Et donc du coup, il y a le plan de la guerre, du coup, qui montre bien cette tuerie. Et il y a aussi le peloton d'exécution où on voit vraiment des humains se faire exécuter, qui montre la froideur des Sontariens et ça rattrape le fait que, enfin, ces plans où ils tirent sur du rien du tout. Mais en vrai, je suis d'accord, ces scènes-là sont bien. Hein, le truc où, le moment où ils exécutent des humains et tout, ça pour le coup c'est pas mal effectivement. Mais d'un autre côté, quand tu vois que Dan il peut les assommer avec un wok, est-ce qu'ils ont vraiment raison d'avoir peur des patates Ça c'est dans la base des Sontariens, c'est qu'ils ont je sais. Et on peut critiquer, même moi je trouve ça un peu ridicule à la base. Mais c'est toujours ce mélange entre humour. Mais du coup, ça marche avec ce mélange entre humour et tout. L'humour de Moffat aurait fait probablement quelque chose de semblable avec un wok qui pour taper derrière. Ça, il n'y a pas de. Mais de toute façon, c'était le cas aussi en saison 4 dans le double épisode que j'aime pas trop là, mais bon, comme je disais depuis le début, pour moi, c'est les Sontariens qui sont véritablement le problème. C'est pour ça que Moffat les avait pas du tout utilisés, les Sontariens, sauf pour en faire un comic relief avec Strax, tu vois. C'est que en vrai, de base, c'est quand même pas les ennemis les plus intéressants de la série, en fait. Juste ça. Comme parodie des militaires, ça peut passer, mais après, ça dépend dans quel contexte ils sont. Il y a aussi d'autres choses. Évidemment, il s'est passé plein de choses dans cet épisode. Le retour de Swarm et Azure, par exemple, est un bon exemple. Des méchants que je trouve absolument charismatiques pour le coup en termes de charisme. Je sais que on en a un peu parlé. Enfin, ceux qui étaient présents la semaine dernière en ont un peu parlé. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, par exemple, Julien Moi, Swarm et Azure, c'est vraiment le gros coup de cœur de la saison pour l'instant. Je pense que ça pourra rentrer dans mes méchants préférés de la série. Ils font vraiment peur. J'aime bien leur design. Il est chelou, mais j'aime bien leur design. Et ils sont mystérieux. Pour l'instant, on ne sait pas quel est leur rapport avec les personnages. Ils ont l'air de savoir un peu tout ça. Et j'aime bien le côté mystérieux.
Flavia? Je suis plutôt d'accord. Déjà, au niveau du character design, je trouve qu'ils sont vraiment superbes. Surtout Azure. J'avoue que le design de Azure, je l'aime énormément. Et les costumes des deux sont vraiment excellents. Il y a beaucoup de détails, ils sont très beaux. Et je pense que ça va être des personnages qui vont pouvoir se faire cosplayer très très facilement. Et ça, c'est très cool. Ouais, très facilement. Ça sera pas facilement moche. Non, pas facilement. Facilement moche, mais. Non, mais des gens vont facilement avoir envie de les cosplayer. Après, est-ce que ça va être facile de le faire? Non. Ils sont charismatiques, effectivement. J'adore les deux acteurs qui sont pour le moment vraiment bien dans leur rôle. Il y a du mystère. Mais après, le truc, c'est que pour le moment, on en connaît trop peu. Après, j'aime bien le fait que Swarm ait beaucoup de temps d'avance sur le Docteur, qu'on sait qu'il y a cette histoire qui se sont connues avant que le Docteur se fasse rebooter, lié avec The Timeless Children, etc. Sauf que pour le moment, en fait, je garde une petite nuance, c'est que j'attends de voir ce qui en sera fait sur toute la saison, parce que pour le moment, ils sont juste mystérieux, ils sont juste dangereux, et il y a le risque finalement qu'ils soient tellement forts, qu'ils soient tellement puissants, que pour s'en débarrasser à la fin de saison, le Docteur claque des doigts. Ouais, voilà, enfin, il y a toujours ce risque. Robin disait souvent qu'il aimait bien dans le premier épisode le fait que le Time Vortex ne fasse rien contre le flux, et que c'était un petit peu une promesse de Chibnall, que à la différence de la saison 1 par exemple, c'était une promesse disant il n'y aura pas de Deus Ex Machina cette fois et on va vraiment y aller, on va vraiment aller dans le dur. Maintenant il va falloir tenir cette promesse, et vu comment les deux personnages sont présentés comme surpuissants. C'est un troisième d'ailleurs. Oui, mais que j'aime, pour le moment, que je trouve un peu, j'aime le design, je le trouve un peu plus bâclé, peut-être. On verra ce qui en est fait. Pour le moment, je me prononce pas trop. Après, pour moi, le Passager, c'est Passager, il me semble. Ouais, c'est un garde du corps pour l'instant. Ouais. Dracojo, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu trouves les costumes dégueulasses? Alors, oui, donc là, on parle de Swarm et Azure. Oui, on est sur Swarm et Azure, plus... écoute, je sais pas si c'est un biais de récence ou pas, mais je crois que c'est en train de devenir mes méchants préférés de la série, vraiment. Je trouve que tout est parfait, vraiment, le design du visage est parfait, les costumes sont parfaits, l'interprétation est parfaite. Vraiment, les pouvoirs aussi qu'ils ont, ça paraît un peu surcheaté, quoi, mais bon, on verra bien ce qu'ils font avec ça, quoi. Mais vraiment, je les adore, quoi. Ils sont juste magnifiques. Je les ai direct adorés quand je les ai vus. Enfin, ils sont... c'est incroyable, quoi. Ils se sont vraiment surpassés sur cette saison. Je les trouve fous. J'ai vraiment hâte de les voir beaucoup plus. Et a priori, ce sera le cas dans l'épisode d'après, je pense. Doctor Who, c'est une des rares séries à pouvoir se permettre d'avoir des personnages surcheatés. Après, c'est vrai que c'est assez intéressant leur fonctionnement, et ça va même du coup... ça nous ramène aussi à là où il se retrouve finalement, avec où se trouve-t-il avec cette histoire de planète Time et le temple d'Atropos. Est-ce que vous avez soit des théories, et aussi qu'est-ce que vous en pensez? Et là, comme on parle de théories, on va à Dracojo, c'est toi qui va commencer, bien évidemment. Non, en vrai, j'ai pas de théorie, mais c'est vraiment en tout cas la partie que j'ai le mieux aimé de l'épisode pour le coup. Moi, de base, je suis pas forcément fan des épisodes historiques, même si c'est le... Enfin, j'aime bien le fait qu'il y ait des épisodes historiques, mais généralement, c'est ceux qui me marquent le moins. Et du coup, moi, j'étais plus chaud sur la partie, justement, sur la planète du temps, là, qui est vraiment, pareil, quoi, au niveau de... Enfin, le design du truc est genre fou, enfin, il y a vraiment cette ambiance très jaune. Alors, véritablement, je pense que Chibnall a un délire avec la couleur jaune, parce qu'il en met partout. Donc tout est très jaune et tout. Il y a cette espèce de prisme triangle là qui parle, qui fait très... Can you repair? Ouais, mais c'est trop bien, quoi. Franchement, c'est le genre de truc, je pensais que je le verrais que dans un truc genre Rick et Morty, tu vois. Donc c'est trop bien, je trouve, que Doctor Who aille sur des trucs comme ça, quoi. Je trouve ça trop bien. J'ai l'impression qu'ils se sont libérés créativement sur cette saison. C'est génial. Et puis les espèces de... des personnes qui sont en cercle là au milieu, comme des espèces de totems là. Pour l'instant, c'est très flou, on sait pas ce que c'est, et c'est un peu le problème, je pense, c'est que pour l'instant, il y a trop de mystères, et je me demande si Chibnall va réussir à vraiment tout t'expliquer et tout résoudre dans cette saison. Hauteur.
Et ouais, que ce soit à la hauteur. Parce qu'on rappelle, on a le droit de spoiler. De toute façon, si vous êtes là, pourquoi vous êtes là si vous avez pas vu l'épisode. Mais vraiment, vraiment cette histoire à la fin, Yaz et Binder qui se retrouvent à la place de deux autres personnes comme ça, Mouri. C'est extrêmement étonnant, mais vers où on va et avec cette fin, enfin. C'est extrêmement intéressant et c'est vrai qu'à chaque fin d'épisode a une promesse pour l'épisode suivant. Et d'ailleurs, même quelque chose dont on peut parler, c'est à la fin de l'épisode 1, il y a eu une sorte de to be continued, enfin de cliffhanger. Cliffhanger, pardon, voilà. C'est un cliffhanger qu'on a. Voilà, cliffhanger, c'est ça, excuse-moi. Oui, bon, ça arrive. Cliffhanger. Et du coup, au début de l'épisode 2, finalement, on n'est pas revenu dessus tellement. Et est-ce que pour vous, c'est plutôt une bonne chose que ça prenne son temps et pas qu'il y ait une résolution à brûle-pourpoint? Flavia? C'est difficile d'en parler en fait, parce qu'effectivement, pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un peu un blackout, donc on pourrait dire que c'est un peu une facilité scénaristique quand même. Mais j'attends de voir en fait sur le long terme, en fait sur les 6 épisodes, pour voir s'il y aura quand même une explication, etc. Mais cependant, ça a permis l'épisode 2 de s'ouvrir sur un de mes plans préférés, sans doute de tout Doctor Who. Ah bah oui. En noir et blanc, de cette maison en noir et blanc, c'est vraiment visuellement superbe. Non, je sais ce que tu vas dire. On va aller dans les. Ah bah si. Ah mais si on y va. Allez, c'est pas Alan Barrow. Mais alors, dans les livres des années 90 de chez Virgin, il y avait un livre qui s'appelait Lung Barrow, dans lequel qui est la maison avec une histoire compliquée, les looms, tout ça. Vous irez vous renseigner sur Tardis Wikia, sur lequel, enfin voilà. Et c'est devenu un truc un peu légendaire de Doctor Who, et tous les fans de ces romans-là, donc les 15 personnes concernées, adorent. C'est une communauté toute petite, mais très très intense quand même. Très intense, qui est arrivée dans nos contrées. Et du coup, c'est vrai que du coup, dès qu'il y a eu cette maison en noir et blanc avec le docteur qui essaie de la toucher, on a tout de suite eu Lung Barrow, c'est canon. Ça y est. Si je peux me permettre, lorsqu'on a eu les premières images promo de The Timeless Children, quand on a vu le docteur emprisonné dans la matrice, les mêmes fans nous ont dit c'est les looms, c'est Lung Barrow, c'est bon, ça va devenir canon. Donc je pense que il faut arrêter. Alors peut-être que Chibnall s'amuse à troller les fans des paramédias chaque saison. C'est possible, mais pour moi c'est pas du tout une référence à Lung Barrow. Ça pourrait être très drôle. Julien, surtout une dernière chose, puis je me tais. C'est surtout que les révélations de The Timeless Children a un petit peu invalidé celle de Lung Barrow quand même. Hein. De toute façon, ça fait des années. Normalement, Lung Barrow dit qu'il n'y a pas d'enfant sur Gallifrey. Oui, donc on voit que. De toute façon, c'est pas le. C'est pas le sujet, mais voilà, c'était juste parce que voilà, les gens se sont emballés, ont vu une maison en noir et blanc en bois et on dit c'est Lung Barrow. Bravo, hein, parce que moi j'ai pas cette capacité à juste avec une maison à me dire ce genre de choses. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Bon, juste avant, je vais quand même dire les gens qui nous ont rejoints, parce qu'il y a des gens qui nous ont suivis, donc merci. Glagla68 sont Jimmy _Atlas, oh non, mais arrêtez d'avoir des noms comme ça aussi. Flood Wedge, Skyrd et Thomas Hercouet. Voilà, ça c'est facile et ça se retient. Donc voilà. Ah tiens, il y a Docteur Mysterio qui nous dit la maison, j'ai l'impression que c'est la même maison où il y avait les anges pleureurs dans le premier épisode. Pas du tout. La maison où il y avait les anges pleureurs dans le premier épisode, c'est une maison en pierre à Cardiff. Non, là, elle est en bois. Non, pas du tout. Enfin, elle ressemble. C'est pas le même style. On va continuer à parler. Mais attends, si je peux me permettre. Ah oui, mais c'est vrai que t'avais quelque chose à dire. Non, c'est que t'as failli donner la parole à Julien, puis j'ai parlé, puis donc Julien n'a pas eu la parole. Non, mais j'avais rien à rajouter en vrai. Voilà, Julien m'a dit qu'il n'avait rien à rajouter. C'est pour ça. D'accord, désolé. Dis un mot au hasard, Julien.
Ah, voilà, ce un n'est bon pas mot, un mot, c'est un bon mot. c'est une lettre. Je fais comme Harry. Oui, c'est ça. Il y a des personnages qu'on a vu apparaître dans cet épisode. Là, on va parler de certains personnages qui ont été plus ou moins marquants. On va commencer par les moins marquants, comme ça on s'en débarrasse. Les parents de Dan, parce que Dan devient quand même un compagnon. Quoi? C'est pas les Dan. moins marquants. Bah déjà, quoi? Les parents de Dan, bon, vous adorez les parents de Dan. Ils sont trop bien. Dès qu'il y a un chien ou des parents avec des accents à couper au couteau, voilà. Vous forcément, mais c'est pour ça qu'on regarde Doctor Who, pour avoir des gens avec des accents britanniques absolument improbables. Mais oui. Bon, déjà, Dan, j'ai cru comprendre que vous aimiez de plus en plus Dan. Est-ce que Dracojo, c'est ton cas, toi, Dan? Dan, tu t'y es fait, tu l'aimes bien? Ouais, carrément, franchement. Je crois que en 2 épisodes, je l'ai déjà beaucoup plus aimé que Ryan et Graham, qui vraiment étaient au final assez inexistants sur les saisons 11 et 12. Donc vraiment Dan, le débat. Bah non, mais désolé, mais bon. Si les yeux pouvaient tuer, tu serais mort, Dracojo, sache-le. Non, mais c'est très bien qu'il ait renouvelé le Non, mais au demeurant, il a raison que Dan est plus consistant que Ryan, oui, parce que c'est vrai que Ryan a été un personnage plein de promesses, mais bon, c'est pas le saison 12, il a juste voulu pécho. Voilà, c'était Et du coup, ses parents, vous en pensez quoi? Vous êtes content d'avoir vu les parents de Dan, ou est-ce qu'on s'en bat littéralement les gonades? Est-ce qu'ils apportent quelque chose? Bah, Dracojo, tiens. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Les parents de Dan, ouais, trop bien. En fait, ça m'a fait vraiment penser à l'ère Davies, en fait, vraiment. Ça fait instantanément écho à la famille de Donna ou même la famille de Rose Tyler, tu vois. Ça fait vraiment et puis ça fait vraiment très terre à terre, vraiment les humains qui se battent. Ça m'a trop fait penser d'ailleurs à Wilf qui se bat tout seul contre les Daleks avec son paintball et tout. Eux, c'était pareil, sauf qu'ils avaient un wok, tu vois, ils se battaient contre les Sontariens, donc il y avait vraiment un côté très humain, très terre à terre à la Davies que j'aime bien, et ouais, les persos sont hyper cool, quoi, hyper attachants en fait, comme Dan. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on espère les revoir, Flavia? Oui. Non, moi je vais rien rajouter, je suis d'accord avec Dracojo, ils sont vraiment excellents, ils m'ont beaucoup fait rire, ils m'ont beaucoup ému. Et bon, et il y a quand même cet épisode, on parle quand même d'un personnage historique. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo de Pepperpot, parce que Pepperpot, pour mettre la Pepperpot contre. Oui. Alors ça, c'est une private joke qu'on n'expliquera pas. Mais oui, donc oui, c'est Mary Seacole, donc Missy Seacole, là, qui est l'une des personnages qu'on voit dans l'épisode, qui est personnage historique, assez oublié, avec une histoire pourtant très intéressante. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce qu'il a un intérêt d'être là? Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, Julien? Je connaissais pas du tout le personnage historique, et justement, c'est grâce à la vidéo de Pepperpot que je l'ai connu. Donc du coup, merci Doctor Who déjà. Merci Pepperpot. Pepperpot. Bah Doctor Who d'avoir mis le personnage, et après Pepperpot d'avoir expliqué. Et ensuite, ça m'a fait. J'ai adoré le perso au début pour expliquer le contexte en disant bah oui, les Sontaran, normal. Qu'un perso historique dise ça, je sais pas, j'ai bien aimé. Oui, qu'il y a une sorte de mélange entre les deux. Et le perso, selon d'ailleurs ce que Pepperpot a décrit, semble assez bien traité. Je sais pas ce que tu en penses, Flavia. Moi, pareil, je connaissais pas spécialement le personnage. La guerre de Crimée, c'est pas vraiment une période que je maîtrise beaucoup, mais j'ai vraiment bien aimé, et je trouve que c'est assez cohérent avec tout ce que Chibnall a fait depuis la saison 11, avec cette volonté de ramener vraiment sur le devant de la scène des personnages des fois qui peuvent être un peu oubliés. Après, a priori, en Angleterre, Mary Seacole est beaucoup plus connue qu'en France, mais donc du coup c'est vraiment pertinent, cohérent, et ça rajoute beaucoup je trouve, de corps à l'épisode. Et puis ça, encore une fois, c'est un peu ce que je vais dire, c'est un peu bateau, mais ça ajoute le côté un peu pédagogique de Doctor Who qui s'était un petit peu perdu, et que Chibnall ramène sur le devant de la scène. Et c'est pas plombant non plus, parce que je trouve que les Sontariens restent quand même importants, donc le personnage est très bien traité, très équilibré, très bien dosé, il est là quand il faut. Alors, pendant qu'on a 50 000 fois la même blague dans le chat, c'est Marie qui s'y colle.
Marion, qui s'occupe de surveiller les Sontariens au balès? Marie Sicole. Bon, bah voilà, on est sur un niveau de blague assez bas. Et Pepperpot, avant, j'imagine, vont commenter que c'est ce que j'ai mis tout à l'heure en commentaire sur leur vidéo. Donc, moi aussi, je me retrouve dessus. Merci à Dr Mystérieux qui nous suit, 8e Couleur Live. Bah, c'est cool. Et du coup, toi, Dracojo, qu'est-ce que tu en penses de Marie Sicole? Ouais, non. J'ai trouvé ça quand même un peu nul quand la Team Tardis arrive genre dans le passé de la Terre et que direct c'est genre ah bah tiens il y a une seule personne au milieu du champ de bataille, ah bah vous devez être ce personnage historique dont je connais précisément la page Wikipédia, bah oui c'est vous en fait, c'est Ça, on plaide, obligé de C'est plaider d'ailleurs un truc coupable. que j'aimais bien avec Ryan, c'était dans ouais, dans Rosa, où il disait bah non je connais pas du tout le perso quoi. ouais, Ouais. C'est pas mal, ça. mais c'est bon voilà la manière d'amener le truc j'avais trouvé ça un peu nul, mais sinon à part ça non je connaissais pas du tout Peut-être que le docteur est capable de sentir les odeurs, peut-être que le docteur a senti la Marie Sicole, ou je sais pas, c'est justifiable. Non mais voilà, dans Doctor Who on peut tout justifier, mais Oui. c'est vrai que c'est un peu. Je suis là pour faire chier, un pour peu dire ridicule. que l'épisode Non, n'était pas mais si tu as bien. raison, tu as raison. Mais c'est bien de souligner, bah c'est mieux, ça crée du Non, débat. mais Non. ça fait partie un peu des défauts de l'épisode. Effectivement, il y a quand même des gros trucs où ça arrange bien l'intrigue. Par exemple, dès le début de l'épisode, il y a Dan et Yaz qui sont envoyés à des endroits. Ah oui, je voulais Pourquoi? en parler Parce de ça. que la magie de l'intrigue, il faut que ce soit à ces endroits-là. Bon. Et Je puis le voulais en Tardis, parler de ça. et le Tardis, il la déporte à la fin parce que bah voilà, c'est fini. Donc maintenant, il faut que le docteur s'en aille. Bon. Non, bah il y a C'est ta des portes. mission. Ouais, parce que je me demande vraiment, je voulais en parler de ça parce que je me demande vraiment si ça va être expliqué plus tard pourquoi Dan et Yaz ont été téléportés tous les deux à des endroits différents. Donc ça fait vraiment très, bah c'est le scénario qui veut ça quoi. Donc Bah, c'est vrai que c'est le un peu docteur- expliqué parce qu'ils disent que c'est ça doit être le flux qui a influé sur l'espace-temps et voilà. Donc ça. Ouais. ah mais alors, peu c'est juste facile. ça Non, l'explication. c'est un peu facile. Je pas pense ouf, qu'on hein, n'aura pas d'autres explications. Bah c'est dommage hein, parce que non, mais vraiment là, ça, Dan, Ouais. ah, Non, bon, mais là, c'est vrai que c'est un peu surligné. Il faut que l'intrigue avance. Donc, on Ah va ouais. emmener Yaz et Dan à C'est cet le endroit-là. format, Voilà. c'est le format qui veut ça. Après, je sais pas. C'est vrai que Un peu dommage. c'est rigolo, mais du coup, dans cet épisode, bah voilà, retour de Carvanista, personnage qui a été extrêmement le chien, comme Le chien. vraiment faut le dire, avec du coup Dan, des moments chien. de complicité. Est-ce que cette complicité vous plaît? Enfin, c'est c'est une fausse, enfin, c'est un je t'aime moi non plus. Si vous préférez comme relationnel. Quoi? Ah non, mais moi, je suis Ah, d'accord, mais peut-être. c'est pas une complicité. Enfin, à un moment donné, il faut le dire. Il faut que Dan soit en couple avec le chien. Enfin, il y a Mais quelque oui, chose mais là. Ah, Dracojo, un avis là-dessus. Ah Dracojo. non, j'ai pas d'avis Est-ce du que c'est tout. pour Il y a aucun souci. Moi, bah oui, s'ils veulent. Hein. Écoutez, tant que le consentement est de mise, voilà. Est-ce que toi tu trouves leur relationnel, sinon plus sérieusement, parce que la question, est-ce que tu trouves leur relationnel, est-ce que ça Non, te mais plaît, ouais, non, je m'attendais pas à le revoir tout de suite. Donc c'est plutôt cool. Moi, je le trouve très stylé. Donc et j'aime bien j'aime bien sa relation avec Dan. Donc non. toi très qui es cool. un Star Wars Zouz, est-ce que ça te fait penser à Han Solo et Chewbacca? Bah ah ouais, je crois qu'il y a un truc effectivement. Bah ouais, non, mais complètement. En plus, la hache laser là. Ah vraiment? Ah oui, oui. Ah oui, tu vois. Oui, parce qu'il y a des gens, je sais pas vraiment si ça rappelle déjà Carvanista parle. Et Flavia, t'avais peut-être quelque chose à dire? Oui, plus sérieusement, j'aime effectivement beaucoup leur relation. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Ils sont touchants et drôles à la fois. Seul petit bémol que je donnerais en fait, bon déjà Carvanista arrive au bon moment pour sauver Dan, c'est un petit peu facile entre guillemets, mais surtout moi ce que je me dis, c'est que ils étaient où les loups-paris des autres humains qui se font exécuter 10 minutes avant? Parce que on nous dit dans le premier épisode que chaque humain a un loup-pari qui sont là pour les sauver en cas de danger. Là, c'est le danger. Il y a Carvanista qui vient sauver les miches de Dan au bon moment quand il allait se faire exécuter. Mais par contre, 10 minutes avant, les personnages dont on ne connaît pas les noms se font tuer. Et apparemment, les chiens, ils avaient autre chose à faire.
C'est vrai que ça, j'espère que ça, par contre, ils ont des explications, parce que même l'explication, et c'est ce qu'on disait. Moi, je pense que non, il n'y a pas d'explication, c'est juste des mini-incohérences, entre guillemets, quoi. Pourquoi mini-incohérence, pourquoi ils n'étaient pas là avant oui, mais ça, c'est problème, en fait. c'est pas tant une mini-incohérence que ça, c'est quand même un... Non, mais là, je parlais de la mini-incohérence, c'était plutôt où sont les Lupari des humains qui se font exterminer. Oui, bien sûr. Soyez pas sûr comme ça. Je pensais que les Lupari, en fait, ils protégeaient les humains, mais genre cachés, quoi. Carvanista, il se cache pas beaucoup. Ouais, non, mais Carvanista, c'est parce que un Dan le rebelle. connaît déjà, je sais pas. Je me suis dit, Non, mais les Lupari, ça ajoute une grosse incohérence à l'univers, parce que, dans l'univers de Doctor Who, parce qu'on nous dit les chiens viennent sauver les humains quand c'est vraiment la fin de l'univers. Sauf que la fin de l'univers dans Doctor Who, on en a déjà vu tout le temps. Et toutes les 2 saisons, quoi, à peu près, globalement. Ouais, voilà, et on n'a jamais vu la queue d'un chien. Mais merci Flavia pour cette phrase. Est-ce que du coup on pardonnerait pas cette incohérence scénaristique parce que c'est trop bien les caractères. Oui, c'est trop bien. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut leur pardonner les ajouts Dracojo qui a l'air moins enthousiaste que nous. Non, le truc c'est que t'es obligé de te dire ouais, en fait, pourquoi ils arrivent qu'en saison 13 si ils sont censés protéger les humains, quoi. Enfin, forcément, t'es obligé de te dire ça. Mais ouais, effectivement, sinon est-ce qu'il serait pas arrivé dans le flux et qu'il viendrait d'un monde parallèle? J'aimerais bien qu'il justifie un peu de cette manière-là, pourquoi pas, hein, mais bon, je sais pas si ça va dans ce sens-là, quoi. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas du coup, pourquoi un humain d'une terre parallèle? Non, c'est pas ce qui est expliqué dans le premier épisode. Hein. Dans le premier épisode, ils ont dit quand c'est vraiment le danger, on est là. C'est tout. Oui, d'accord. Ouais. Ouais, alors ça veut dire que quand Davros il voulait faire péter tout l'univers, c'était pas trop le vrai danger, enfin je sais pas. Non mais c'est toujours le problème avec Doctor Who, quand il y a un ajout, quand il y a un ajout, ça donne de l'incohérence des fois avec ce qui s'est passé avant. Oui, en vrai t'es un peu obligé, quoi. Faut passer outre parce que on peut pas être cohérent avec les 39 saisons dans leur ensemble, quoi. En tout cas, il est stylé, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, donc ça va. Oui, on l'aime bien. C'est vrai que c'est assez positif. On va continuer en parlant de plusieurs choses. On en a parlé au début quand on a parlé des Sontarans. C'est vrai que Lynx cité, premier Sontaran apparu dans Doctor Who, dans l'ère du troisième Docteur, et on parle aussi de la proclamation des ombres. Et donc la question c'est fanservice, est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce que c'est du fanservice déjà, ou est-ce que ça sert vraiment l'histoire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Flavia, t'as déjà commencé. Donc, oui, moi ça m'a fait plaisir déjà qu'on cite Lynx, parce que la semaine dernière j'en parlais dans le chat que j'aurais bien aimé qu'il y ait Lynx. Donc là, il y a une référence, ça m'a fait plaisir. En plus, on nous parle, il y a une référence aussi à The Invasion of Time, un épisode du 4e Docteur. On a ensuite, tu l'as dit, la proclamation des ombres. Et enfin, il y a le Docteur qui veut un pointy stick. Et Missy, en saison 9, disait ne touche pas à mes pointy sticks. Donc c'est peut-être une petite référence à ça. Moi, je trouve que c'est du fanservice, c'est évident. C'est pour faire plaisir aux fans, pour féliciter le fan d'avoir suivi depuis le début. Mais ça me dérange pas parce que ça reste des mini-références en fait qui coulent bien en fait dans des répliques, c'est pas lourd. Et je trouve que ça fait juste plaisir et que ça empêche pas l'intrigue de se dérouler. Donc moi ça m'a fait plaisir. C'est mieux amené que un personnage avec une blouse blanche, une écharpe couleur et un fez. Ne reparlons pas d'Osgood, elle est morte, c'est bon. Voilà, ne reparlons pas d'Osgood. Dracojo, apparemment, elle n'est pas d'accord avec nous. Mais... Qu'est-ce que tu en penses, Dracojo, toi, du fanservice problématique ? Ah, mais je suis d'accord avec vous sur Osgood, hein, pour le coup. Mais non, pour le fanservice, non, mais moi je trouve que pour moi c'est pas spécialement du fanservice pour le coup. Pourtant, je suis du genre à me plaindre du fanservice, mais là c'est juste des références, donc ok. En plus, les classiques, c'est pas ce dont je suis le plus fan, donc je suis en mode d'accord, ok. Mais sinon, ça reste moins fanservice que ramener John Steam en saison 10 et puis ne rien en faire dans le dernier épisode après. Voilà. Oula. Encore une fois, si les bombes qui sont lâchées. Oui, il y a des. Oui, j'aime bien parce que c'est vrai. J'aime beaucoup. On pourrait aller sur ce débat, mais on va pas y aller. On organisera peut-être plus tard à retenir un débat sur ce genre de choses. On va faire un concept genre Dracojo confronte et et ça va être rigolo.
Bon, du coup, bah tiens, on va faire plaisir à Dracojo. Encore merci d'être venu. Et j'en profite juste avant pour dire merci à JM2006 de nous avoir suivis. J'espère que 2006, c'est pas parce que t'es né en 2006, sinon je me sens de plus en plus vieux tous les jours. Et j'imagine que ça va être le cas. 15 ans, hein. Non, non, mais c'est là, je pourrais 17, 18, 19. Ah oui, pardon. Ok. Pour vous, le flux, c'est quoi? C'est l'heure de voir si est-ce qu'on a des nouveaux éléments qui ont été apportés. Est-ce que vous avez des théories? Parce que moi j'ai entendu. Alors, je ne regarde pas du tout Star Trek. Du coup, on m'a dit, oh, mais c'est ce truc-là dans Star Trek avec Picard, machin. Bon, j'en sais rien. S'il y en a qui regardent Star Trek par là. C'est Star Wars en moins bien. Est-ce que vous avez... Non, Star Trek, c'est mieux que Star Wars. Que Star Wars. Donc, qu'est-ce que tu sais, toi, du coup, Flavia? Non, moi, j'ai vu que le début de la première série de Star Trek, donc je pourrais pas en dire plus. Le truc où on s'endort, tu veux dire? Ouais, mais j'aime bien. Bref, c'est pas le sujet, mais le flux, en fait, on n'en sait pas plus que dans le premier épisode, en fait, parce que le docteur est envoyé en guerre de Crimée et un peu bloqué dans ce conflit pendant tout l'épisode, et on a cette planète temps, cette planète time de l'autre côté, mais en soi, on n'a pas plus d'éléments que ça, en fait, sur le flux. On le voit pas dans l'épisode. D'ailleurs, si vous avez... Centariens qui l'utilisent... Bah non, les Centariens n'utilisent pas le flux. Et ils profitent plus du bouclier des Carven, des Lupari. Ah oui. Et du coup, d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas à dire si vous avez des théories de ce que c'est. Est-ce que c'est Jenny, la fille du docteur? Je pense que c'est ça, moi. Ouais, c'est une théorie. C'est River Song en fait. C'est River Song. Je pense que c'est l'hybride en fait. C'est l'hybride. Et oui, voilà. Toujours les mêmes choses que ça. N'hésitez pas à dire dans le chat. C'est vrai que finalement, on n'en sait toujours pas. Beaucoup. Est-ce que vous pensez que la question va vraiment être résolue à la fin? Est-ce que la question va être vite répondue? Oui, est-ce que la question va être vite répondue, voilà, que la roue tourne va tourner? Oui, moi je pense que ça sera répondu. Après le flux en soi, moi je trouve que c'est plus un espèce de prétexte pour introduire les Ravagers et ça sera une force destructrice qui sera entre les mains des Ravagers. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus que ça. Après, ça distord l'espace-temps et c'est tout. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus que ça. Oui, c'est vrai que du coup, le plus intéressant, c'est surtout qu'ils sont Swarm et en particulier, les Ravagers, Swarm et... À chaque fois, je dis Swarm et Neo. Swarm et Neo, mais à chaque fois. Swarm et Azure. Bon, là, du coup, on va aussi revenir du coup sur un aspect qui est intéressant. C'est vrai que les saisons précédentes de Chibnall ont été critiquées à tort ou à raison. Là n'est pas le débat, mais notamment sur plusieurs aspects, notamment l'aspect du format. Est-ce que vous trouvez que le format, Flux, donc le côté une grande histoire, un long film de 6 heures ou comme on dit de Twin Peaks saison 3 par exemple, est-ce que vous pensez que c'est un format qui fonctionne mieux pour Chibnall? Dracojo, t'en penses quoi? Tout le temps moi qui parle, j'ai l'impression. Julien, qu'est-ce que t'en penses? T'es l'invité, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Allez, Julien, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi j'adore ce format. J'avais un peu peur aussi, comme j'adore les formats épisodes uniques, où c'est à chaque fois une petite aventure toutes les semaines. Ça, j'aime bien. Mais là, c'est la nouveauté. T'as l'impression d'avoir une grande menace. Et du coup, j'aime beaucoup le suivi. Et le fait qu'il y ait plusieurs intrigues en parallèle, tout ça, il y a une impression un peu un truc choral que j'aime bien. Dracojo, Flavia, quelque chose à dire Dracojo ou Flavia? Dracojo, oui. Dracojo? Non, mais moi, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait sur cette saison, vraiment le fait de sérialiser la saison 13. Enfin, je trouve que c'était la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre vraiment, et j'aimerais vraiment que ils continuent sur cette lancée éventuellement pour les saisons suivantes, parce que vraiment je trouve que ça fonctionne totalement, et c'est beaucoup plus, je pense, dans l'air du temps. Je pense que les gens sont beaucoup plus lassés aujourd'hui du format épisodique. Je pense qu'on l'a vu notamment avec Mandalorian qui avait un peu le cul entre deux chaises. J'en parle dans ma dernière vidéo d'ailleurs.
qui avait un peu le cul entre J'aime les plugs, bravo. Qui avait un peu le cul entre deux chaises, un peu où vraiment chaque épisode était une mini-aventure et les gens n'avaient pas forcément trop compris ça, ou en tout cas ils n'avaient pas trop aimé ça. Et bref, en tout cas, ouais, vraiment j'adore ce truc de faire une seule histoire en globalité. C'est vraiment génial. Voilà. Très bien. La saison 2 de Mandalorian, je sais que c'est pas le débat, mais un peu dans la même. Ça a évolué. Je sais pas. La saison 2, c'est aussi très épisodique, la saison de Mandalorian. Oui, mais là, la grosse intrigue avance plus quand même dans saison. Oui, ok. Mais en fait, les deux saisons, je trouve, c'est vraiment genre, il a un objectif et chaque épisode est un peu une quête annexe ou un truc. Enfin bon, bref. Très bien. Oui, je sais que c'est pas le sujet, mais c'est très intéressant. Là, on va parler de quelque chose. Oui, vas-y, Flavia. Non, parce que j'ai pas donné mon avis sur le format. Ah oui, c'est vrai, Flavia, j'ai dit Flavia ou... c'est pas grave. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, j'attends depuis très longtemps. Chaque saison, je vous saoule avec j'espère qu'il y aura une histoire unique, Donc, je suis très heureuse. Surtout que pour le moment, je suis très satisfaite de ce format. Et je pense que Chibnall, effectivement, il est très bon dans ces histoires qui prennent leur temps et qui peuvent se développer sur plusieurs histoires. On l'a vu avec Broadchurch notamment. Et ça permet d'éviter des résolutions un peu faciles, je pense. Et donc, du coup, pour le moment, effectivement, je suis d'accord avec Dracojo, c'est dans l'air du temps, ça peut se binger facilement quand la saison sera terminée. Et donc, je pense que c'est une très bonne idée. Et effectivement, j'espère que RTD va peut-être aller dans cette direction-là, parce que ça ajoute vraiment un vent de fraîcheur et de modernité à une série qui en avait bien besoin. Juste, j'en profite parce que je l'ai pas dit et ça va encore m'être reproché. J'ai oublié de dire, quand je vous ai présenté, j'ai oublié de présenter Gökhan, évidemment, qui fait la régie, et parce que j'ai oublié la première fois pour Robin. Et donc voilà, chaque semaine, quand je se présenterai, sachez-le, j'oublierai de présenter la personne derrière qui. C'est ma félicitation. Donc voilà, mais là, ça va, vaut mieux tard que jamais. En plus, personne me l'a dit, c'est juste que depuis tout à l'heure, on envoie les meilleurs messages du chat et je dis, au fait, Gökhan, j'aurais pu en parler, donc merci beaucoup. Avant de faire un bilan final, il y a un aspect dont on a parlé les semaines précédentes et on continue à en parler, c'est la musique de Seguna Kinola. Voilà. Débat, là. Ouais. Je pense qu'il y aura du débat. Qu'est-ce que vous pensez dans cet épisode? Est-ce que là, elle était plus marquante que dans le premier épisode ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de l'aspect musical, Flavia? Moi, j'ai oublié, là, c'est toi. Moi, je suis toujours très satisfaite du travail de Seguna Kinola, qui est, je trouve, excellent. Je trouve qu'encore une fois, il a réussi à bien se renouveler. C'est ce que j'apprécie énormément avec Seguna Kinola, c'est que chaque histoire a vraiment son ambiance propre, son univers propre qui se développe, etc. Mais je trouve qu'il arrive bien à, pour le moment, avoir une cohérence sonore sur Flux. Et je trouve que c'est toujours très efficace. Et il arrive très bien à ajouter de l'éthique à l'intimité de sa musique qui avait, par exemple, en saison 11. Et je trouve que l'ajout d'Akinola fait beaucoup au fait que j'aime énormément les saisons de Chibnall. Ok. Julien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, justement, je savais qu'on allait en parler. Donc, quand je l'ai revu aujourd'hui, je me suis focalisé sur la musique. Et elle est vraiment chouette. Comme disait Flavia, elle apporte vraiment de l'épique. Et comme je fais jamais trop attention à la musique, mais là, ouais, elle embrasse vraiment l'épisode, quoi. Je trouve. Et j'avais en tête vraiment des trucs un peu éthérés, des trucs comme ça, mais non, c'est vraiment des vrais thèmes. Après, c'est pas des thèmes qu'on retient, mais ça accompagne bien les scènes, je trouve. Oui, parce que c'est une approche assez différente. Après, on demandera l'avis à Dracojo, c'est une approche assez différente de la musique. La musique est un personnage à part entière chez Morrigold. Donc, on le dit, on le dit à chaque fois. Il y a Gökhan qui arrive. Non, c'est Dracojo qui a disparu. Dracojo? Est-ce que Dracojo va revenir? J'avais cru voir que ma caméra avait planté, mais donc je me suis dit Coroco, mais... Pas de souci. Ok, pas de souci. Hop. Donc Dracojo, pendant que la caméra de Dracojo charge, deux approches différentes où la musique de Morrigold était quasiment un personnage, et là où vraiment elle sert à habiller, c'est vraiment de l'habillage. Et du coup, dès qu'on a
Ouais, je vais essayer de passer la parole à Dracojo dans quelques secondes dès que ça habille la partie Seguna Kinola. Est-ce qu'on t'entend au moins, Dracojo, parce que tu as commencé au pire Bah, je pense qu'on m'entend. à non parler. Bah oui, on t'entend bien. On t'entend. Très bien. Commence à dire ce que toi tu en penses, comme ça au moins on verra pas ton visage. Non, bah Seguna Kinola, bon bah moi c'est compliqué, hein. Je sais qu'on va pas être d'accord. En fait, je trouve que il a fait vraiment de très bons thèmes, genre notamment le thème du 13e Docteur ou le thème de Brendan dans la saison 12, ce que je trouve assez marquant. Donc il a fait vraiment quelques bons thèmes, mais globalement sur toutes les saisons, y a rien qui m'a marqué vraiment. C'est pas le genre de musique que j'irais écouter, tu vois, à côté, alors que les CD de Murray Gold, tu vois, je me les passe en boucle dans ma voiture, tu vois, par exemple. Alors que t'as juste à mettre M6 et regarder Le Meilleur Pâtissier, mais. Ouais. Bah non, mais au moins ça montre bien que c'est des musiques qui sont hyper marquantes, tu vois, alors que Seguna Kinola, bon bah souvent moins, mais bon, après c'est pas mauvais pour autant, tu vois, je trouve pas non plus que ce soit nul à chier, mais bon. Mais est-ce que c'est les musiques vraiment de délire, Murray Gold n'étaient pas marquantes parce qu'il y avait juste le même thème avec 8000 variations, The Doctor in the Ah non, Utah, mais- The Doctor in Carcassonne. Non, honnêtement, donc, c'était c'est pas une que ça. fleur, Murray Gold, c'est non. quand même un mec qui a réussi Ouais, à se non, mais renouveler, c'est- qui a quand même réussi à se renouveler sur 10 saisons. Alors certes, il y a eu vraiment Et des, pas il y a eu toi, des il y a- variantes, mais ah non, quand même, vous pouvez pas dire que c'est que des variantes non plus. Il y a eu Non, mais quelques saisons. Evan Sent, t'as un CD entier Evan dans la Sent, c'est BO magnifique. pour Alors, toutes les musiques de l'épisode, c'est vrai. même, genre. Mais en fait, moi je trouve que Murray Gold il s'est perdu en fait personnellement sur les. Enfin, on va pas être d'accord, je pense, dans le jeu, mais De toute façon, il s'est vraiment perdu. Il s'est vraiment perdu. Oui, mais bon, maintenant qu'on y est, on va Voilà. terminer. Il s'est vraiment perdu sous l'ère Matt Smith en fait. Je trouve que sur les 4 saisons de RTD, il a vraiment fait des choses très chouettes. Et I Am the Doctor de Matt Smith est vraiment très bien. Mais à part ça, à part I Am the Doctor, il n'y a pas grand chose sur l'ère Matt Smith. Et du coup, on a I Am the Doctor en continu pendant 3 saisons. non, Et à la fin, je vraiment n'en pas. pouvais plus. Et sur la saison 8, Murray Gold était complètement inexistant. À part le thème de Capaldi, il y a rien. Et je trouve qu'il s'est retrouvé et il a vraiment réussi à se renouveler sur les 2 dernières saisons de Capaldi où il est parti avec les honneurs. Et effectivement, la musique d'Evan Sent est magnifique. Il y a quand même Mais- une marge de progression. Non, mais si on me demande de choisir entre l'approche de Akinola et de Murray Gold, je pense que je vais choisir celle d'Akinola. Parce que je trouve qu'il se renouvelle plus et qu'il prend plus. Enfin, qu'il y a plus des ambiances vraiment particulières par épisode, là où c'était par bloc, en fait, chez Murray Gold. Ouais, ça dépend les saisons, c'est ça. La saison 1, par exemple, je trouve les musiques de la saison 1 de Doctor Who, je les aime pas du tout. Je trouve qu'elles sont très à côté de la plaque de la saison Eccleston. Je trouve très souvent les morceaux. Et après, ça revient, ça s'améliore. Il y a des thèmes assez cultes. Hein. Et donc, ouais, ça dépend vraiment des périodes. Mais globalement, c'est vrai qu'on peut pas. Ça, moi, je pense que tout le monde va revenir dessus. C'est vrai que Doctor Who est quand même assez gâté dans la nouvelle série en termes de musique. Quand même, on a deux excellents compositeurs. Là où dans la série classique, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de bas d'ailleurs. Oui, bah, c'était Jean-Michel Jarre au platine, quoi. Alors, tu dis encore ça, on ne te revoit plus jamais. Mais non, c'est vrai que c'est assez. Juste par rapport au fait que Murray Gold était pas forcément marquant sur l'ère Matt Smith, je voudrais juste. Je te conseille de réécouter donc le thème d'Amy, le thème The Madman with a Box. Mais je les connais. Amy in the TARDIS, le thème du Prisonnier Zéro, le thème de River Song. C'est facile d'ouvrir le CD et de dire le nom des chansons. Hein, je sais The Majestic Tale. Bref, il y a vraiment des choses incroyables. J'adore l'ère Matt Smith et j'adore la musique de Murray Gold sur l'ère Matt Smith. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, enfin, mon problème avec Murray Gold aussi, c'est que des fois j'ai l'impression qu'il y a de l'épique pour de l'épique. Limite, il va faire péter les tambours et les trompettes pour une scène où il y a quelqu'un qui va aux toilettes. Et j'ai retrouvé le même problème d'ailleurs quand j'ai regardé la mini-série Years on Years de RTD, qui est excellente, où c'est une musique de Murray Gold et où je trouve que la musique en fait des caisses et des fois ça perd du coup en pertinence en fait. Mais après, je critique Murray Gold, mais c'est quand même un compositeur de grand talent. Hein. Il a vraiment, il a fait de très bonnes choses pour la série.
On est sur deux grands compositeurs. Dracojeu, est-ce que tu es toujours avec nous? Parce que... Là, il y a l'image. Je me bats avec ma caméra depuis tout à l'heure. Et là, du coup, le son, c'est revenu à l'autre son, l'ancien son. Ok, je change. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, là, de toute façon, on arrive vers la fin. Est-ce qu'il vous reste... Est-ce que vous avez des choses à dire encore sur l'épisode, des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont déplu, des attentes pour le futur? Julien, est-ce que tu as... Moi, bon, c'est un peu mon dada. Mais sur cette saison, j'aime vraiment le visuel et les effets spéciaux. Vraiment, ils sont très très beaux. Ils arrivent à faire du kitsch quand ils veulent faire du kitsch. Ils arrivent à faire du très moderne quand ils veulent faire du très moderne et de l'épique. Et c'est vraiment magnifique. Et comme on disait, même le premier plan, les choses comme ça, il y a vraiment c'est vraiment esthétisé. Et c'est vraiment top. Je me rappelle d'un plan dans l'épisode où il y a le docteur et un Sontaran. Et ils sont dans la brume un peu, il me semble, sur le champ de bataille. Et c'est magnifique. Vraiment, j'ai adoré ce plan. Flavia? Je suis d'accord avec Julien. C'était vraiment très beau visuellement. Je trouve que c'est vraiment dans la lignée de ce qui a été fait en saison 11 et 12 visuellement. Et en plus, comme les épisodes ont été... le nombre d'épisodes a été réduit pour cause de Covid notamment, ça permet que le même budget soit sur moins d'épisodes, donc forcément c'est encore plus impressionnant, et ça me fait vraiment plaisir de voir ça sur du Doctor Who, parce que quand même on partait de loin quand on regarde quand même la gueule de la série en 2005. Ouais, vas-y, continue. Non, moi je suis très satisfaite pour le moment de cette saison. J'ai beaucoup d'attentes du coup, et du coup Chibnall il n'a pas le droit à l'erreur, enfin pour moi, parce qu'il a mis des enjeux tellement grands et il a fait tellement de promesses dans ces deux premiers épisodes que les 4 prochains, ils vont devoir être à la hauteur, quoi. Tout à fait, les attentes sont grandes, peut-être même grandes. Dracojeu, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Une conclusion, quelque chose Oui, alors par rapport à l'épisode Ouais, alors il y avait juste un truc que j'avais pas réussi à caler, un truc que j'avais pas aimé dans l'épisode, donc du coup j'en profite, je le dis là. Il y a un moment, donc Dan et le docteur sont tous les deux dans un vaisseau sontarien, et ils arrivent à se connecter tous les deux alors qu'ils sont dans deux temporalités différentes. J'ai pas trop compris pourquoi. J'ai trouvé ça un peu facilité scénaristique, mais voilà, je voulais juste le dire. Parce que les Sontariens ont utilisé, c'est les Sontariens qui ont réussi. Ouais, c'est ça, ils ont envahi plusieurs points du temps en fait, et ils sont reliés les uns aux autres par. Ouais, mais s'ils sont dans deux temporalités différentes, c'est quand même bizarre qu'ils soient parfaitement synchro au moment où ils se connectent tous les deux. Ça, c'est une des spécificités des Sontariens dans Time Warrior notamment. On explique qu'en fait, c'est aussi des guerriers du temps en fait, et du coup, ils peuvent envahir des points du temps différents, mais toujours être ensemble. Après, ça n'a peut-être pas été bien réexpliqué parce que parce que la New ne le réexplique pas du tout, ça. Si c'est une info que j'avais pas, ok, dans ce cas, pas de souci. Mais après, ça a sans doute dû être réintroduit plus en détail, du coup. Ok, c'est vrai que ça manque de quelque chose. Bon, en tout cas, c'était un débat très intéressant. Merci à tous ceux déjà dans le chat qui sont restés avec nous pendant cette petite soirée et ceux qui nous ont joints après le live de Pepper Pot et qui maintenant savent faire à manger, à faire des magnifiques plats. Malheureusement, nous, on n'a pas fait d'émission de cuisine, même s'il y a eu beaucoup de sel ce soir. C'était oui, bon, ça va. C'était raisonnable. C'est parce qu'on n'a pas parlé de la post-logie Star Wars, mais alors qu'est-ce que vous en pensez? Non. Ça suffit. Donc voilà. Oui, il y a un truc dont en fait j'ai pas parlé. Moi, je dis au revoir. J'ai oublié de parler d'un dernier truc. C'est vrai, c'est Yaz. Yaz, j'ai pas parlé de Yaz. Oui, en plus je te l'avais dit. Mais je l'ai écrit Yaz, le développement. Tu vois, on pouvait pas faire plus. Donc Yaz, le développement. T'aurais pu quand même en parler pendant ta conclusion. Là, on va essayer de faire vite. Du coup, Yaz, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimez toujours autant Yaz? Est-ce qu'elle continue d'être développée? Qu'est-ce que vous en pensez? Par qui je commence? Levez la main pour ceux. Allez, Flavia, tu commences. Oui, moi, Yaz, je le dis souvent, en fait, c'est vraiment la campagne coup de cœur depuis la saison 11. C'est vraiment dans la femme la campagne que j'aimais le plus, et j'étais un peu déçu en saison 11, du coup, qu'elle soit pas beaucoup développée. J'étais vraiment contente de voir qu'elle prenait de plus en plus d'ampleur en saison 12, qu'on développait son personnage, notamment tout ce qui tournait autour de la dépression. Je trouvais ça assez fort. Et là, en saison 13, je trouve que pour le moment, son développement est vraiment chouette. Dans le premier épisode, on voit qu'elle a pris de la bouteille, qu'elle confronte plus le docteur,
qu'elle en a marre que le docteur lui cache des choses, et là elle prend du coup les devants et elle essaye d'être le docteur à la place du docteur quand il n'y a pas le docteur. Ça rappelle un petit peu peut-être ce qu'était devenue Clara sous Capaldi, une Clara qui était de plus en plus autonome. Et je trouvais que c'était une très bonne chose, et là aussi c'est une très bonne chose. Moi, j'ai un peu peur pour Yaz, du coup, vu le cliffhanger. Moi, j'ai pas envie qu'on fasse du mal à Yaz. Mais en même temps, sans vouloir spoiler, on sait que Mandy Gill est là jusqu'au final de Régénération dans un an. Donc, je m'inquiète pas trop. Après, ça peut être un fantôme. Oui, enfin, on a vu le Next Time et on voit qu'elle est plus mourir dans le Next Time, hein, donc ça va bien se passer. Ah ouais, on la voit dans le Next Time. On la voit dans le Next Time. Justement, dans ma tête, je m'étais dit, on la voit pas dans le Next Time. Si, on la voit, notamment prise avec un ange pleureur. Ok, donc oui, c'est juste moi, comme d'hab, qui suis passé à côté de ça. Julien, t'as quelque chose à dire sur Yaz? Non, pareil, j'aime bien qu'elle essaye de faire un peu qu'est-ce que ferait le docteur, tout ça. Je trouvais ça rigolo, de vouloir prendre les choses en main. Ok. Dracojo, toi, t'en penses quoi? Bah en fait, depuis que Graham et Ryan sont partis du TARDIS, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup Yaz en fait, mais c'est aussi parce que elle est beaucoup plus développée dans ces 2 épisodes-là déjà quoi. Donc très intéressant. Je pense qu'en fait les 2 autres étouffaient un peu la place, prenaient un peu trop de place et du coup étouffaient un peu Yaz. Ce qui fait que du coup là, bah effectivement, elle a déjà un développement très intéressant, genre son lien avec le docteur et tout, comment son comportement a vraiment changé à son contact. Je trouve ça vraiment très intéressant déjà quoi. Donc c'est une très bonne chose finalement qu'il l'ait gardé sur cette saison-là, même si au début je comprenais pas trop cette décision. Donc voilà, très bien. Et ça marche bien, oui, effectivement. Bah merci en tout cas à vous trois d'être venus ce soir. Merci à Dracojo d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. À la base, je suis un spectateur de Star Story, donc je suis content de. Nous, ça fait longtemps qu'on se dit il faut quand même qu'il y ait Dracojo, parce qu'on est souvent d'accord et qu'avec Dracojo, c'est souvent pas le cas, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est de créer du dégât. Du débat, c'est un lapsus révélateur, et un débat en général qui se passe bien. Oui. On passe. Moi, je me souviendrai toujours de notre première rencontre où, au bout de 5 minutes, on était déjà en train de parler de Star Wars 8, il me semble. Donc non, oui, c'est d'ailleurs le chat aussi parle plus pour information de Star Wars. Ça passe plus de J.J. Abrams que de Doctor Who dans le chat. Mais voilà, en tout cas, merci à vous, merci à tous ceux qui sont venus dans le chat. Merci à Gökhan d'avoir été un super régisseur pendant cette soirée. Merci à tous. On se retrouve, alors je ne sais pas qui y aura dans l'équipe, mais on se retrouve la semaine prochaine pour parler du prochain épisode qui s'appelle, j'ai pas le nom. Once Upon Time. Voilà, qu'on pourrait traduire en français, Flavia. Il était foi, voilà. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Il était foi. Donc merci à tous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.